Bonsoir, bienvenue sur Studiorama TV. Ce soir avec nous un invité pour nous parler donc des métiers et des formations dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Donc notre invité c'est monsieur Aldric Halal. Vous êtes directeur de l'EDNH, l'école de diététique et nutrition humaine. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi vous avez fondé cette école, parce que je crois que c'est un peu c'est quelque chose d'original dans le paysage aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Donc voilà, première bonsoir, question. Merci, bonsoir. La première question, évidemment, c'est quelle différence? Alors, pour savoir quelle différence entre diététicien et nutritionniste, c'est aussi qu'est-ce que c'est être nutritionniste et qu'est-ce que c'est d'être diététicien? Absolument. Alors, le diététicien est un spécialiste évidemment de la diététique, un professionnel de la santé qui a un bac+2, c'est-à-dire que c'est un titre qui s'obtient au bout de 2 ans, que l'on fait en BTS ou en IUT. Et à l'issue de ces 2 ans, il y a un examen. Et si on réussit l'examen, on a le titre de diététicien, diététicienne, donc diplômé d'État. C'est un titre donc qui est bien réglementé, qui existe depuis 1947. Donc c'est un des plus vieux BTS de France. Et c'est une formation donc qui avait l'avantage d'être excessivement en avant-garde à cette époque-là et qui a pendant à peu près 60 ans été vraiment en avance par rapport à toutes les idées qu'on pouvait se faire sur la nutrition et la diététique. Il faut savoir qu'en 1947, on parlait déjà de psychologie dans ce BTS-là, alors que la psychologie avait à peine 40 ans en Europe, et donc il y avait vraiment, c'était vraiment avant-gardiste. Le terme nutritionniste peut être employé par n'importe qui. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une spécialité de médecine comme la gynécologie, la cardiologie ou autre. C'est vraiment un terme qui peut être utilisé en général par des gens qui se sont quand même spécialisés là-dedans. Donc on a des médecins qui sont de très bons spécialistes et qui ont travaillé toute leur vie durant dans la nutrition. Donc on va les appeler médecins nutritionnistes parce que de facto ils travaillent sur la nutrition, mais on peut très bien avoir une infirmière nutritionniste par exemple ou un diététicien nutritionniste, puisque les diététiciens se sont appropriés de manière assez légitime ce terme-là. Et puis nous, à l'école, on a 3 ans, un bachelor, donc en diététique et nutrition humaine, qui permet de devenir nutritionniste, c'est-à-dire que c'est un spécialiste de nutrition. C'est quelqu'un qui a dépassé le stade du juste exercice de la diététique et qui va un peu plus loin dans les études. Donc, qui va plus loin, excusez-moi de vous couper, mais à quel niveau au final? Je comprends bien diététicien, mais nutritionniste, il va plus loin par quel biais en fait? Alors, absolument. Sur 2 axes, en fait, il va plus loin d'un point de vue des connaissances, c'est-à-dire qu'il va approfondir des connaissances telles que l'anatomie, donc la connaissance du corps humain de manière générale. Donc vous avez l'anatomie, ce sont tous les organes, la physiologie, c'est comment fonctionne un organe, la physiopathologie, les dysfonctionnements des organes, et la biochimie, c'est ce qui est à l'intérieur des organes. Le nutritionniste va plus loin que le diététicien dans cette étude-là, et puis également, c'est une personne qui va avoir beaucoup plus de stages, beaucoup plus d'expérience professionnelle. C'est pour ça qu'un médecin qui se dit nutritionniste a effectivement tout intérêt à le faire s'il a pratiqué la nutrition au quotidien pendant des années. Et on a des diététiciens qui sont spécialisés dans la nutrition et beaucoup avec du cabinet libéral ou de la nutrition du sport par exemple. Donc ce sont vraiment des nutritionnistes qui vont un peu plus loin que les juste 2 ans. Il faut savoir que 2 ans, lorsqu'on a fait ces études, là j'anticipe peut-être sur une autre question qui pourrait se poser, c'est la durée des études. Un BTS, c'est 2 ans. On a 18 ans, on sort du bac. Un bac avec 2 ans de plus, ça fait une vingtaine d'années, 21. C'est un petit peu jeune pour recevoir des patients dans un cabinet libéral. Souvent, on a l'impression qu'on ne pourra pas vraiment être crédible, et c'est le cas. Lorsqu'on va voir un praticien, on s'attend à ce qu'il ait une solide expérience. Oui. Donc, allonger les études, ça permet donc 3 choses. La première, donc, comme j'ai dit, apprendre plus, apprendre mieux. Également, se former mieux sur le terrain, professionnellement. Et enfin, acquérir de l'expérience humaine, acquérir de la maturité qui est indispensable dans les métiers de la santé. Alors, on a beaucoup de questions pour l'instant, notamment de Lila et Étienne. Ça porte en fait sur l'entrée dans l'école. C'est-à-dire avec quel bac je peux entrer. Là, Étienne, lui, a fait 1 an de médecine déjà. Je pense que visiblement, il veut se réorienter. À quel niveau on peut entrer dans votre établissement? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Nous accueillons tout type de candidats à condition d'avoir le bac et à condition d'avoir n'importe quel bac. Les conditions sont très simples. Il faut être extrêmement motivé.
Pourquoi? Parce qu'il y a une somme de connaissances qui est très importante. Alors, reprenons l'exemple de ce garçon qui a fait médecine. Si jamais il avait poursuivi médecine, s'il avait réussi à aller intégrer la 2e année, il aurait dû apprendre énormément de choses sur le corps humain. Chez nous, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de concours après la première année pour pouvoir poursuivre ses études. Donc, nous accueillons des gens qui ont fait une PACES ou une PCM1 avec grand plaisir, parce qu'ils ont une rigueur de travail, ils ont l'habitude de beaucoup travailler, et ça, pour nous, c'est très important. Mais nous accueillons aussi tous les bacheliers. Nous avons de très bons bacheliers S, nous avons de très bons bacheliers éco, donc ES, on a de très bons bacheliers ST2S, on accueille tout type de personnes. L'idée, c'est que vraiment, on veut des gens qui soient motivés et qui aient vraiment envie de travailler. Connaître le corps humain, c'est indispensable. Ce sont des études qui sont quand même scientifiques, au sens où la science, le savoir est très important. On ne peut pas se permettre de faire des études de diététique si on ne connaît pas l'appareil digestif dans sa totalité. On ne peut pas être un bon professionnel si on a une somme de connaissances qui n'est pas totale sur, évidemment, les intestins, le foie, les reins, l'appareil digestif dans toute sa globalité. Donc, il y a une grande somme de connaissances. Donc, nous, ce qu'on recherche chez les candidats, donc il y a un dossier à remplir, soit on fait une étude du dossier, soit on passe un entretien de motivation, et on recherche des candidats qui sont sérieux, qui vont être appliqués et qui vont être capables de se dépasser dans leurs études et qui vont penser un peu jour et nuit à la diététique et à la nutrition, parce qu'il faut savoir que quand on fait ces études-là, on est passionné. Dès qu'on mange une pomme, on sait ce qu'on mange à l'intérieur. Dès qu'on a un contact avec la nourriture, on est... Non, au contraire, parce que plus on connaît, plus on apprécie. Alors, du coup, juste l'entretien de motivation au final qui compte beaucoup. Il n'y a pas de test, quel qu'il soit? Non, pas de concours, pas de test. L'entretien de motivation ou l'étude du dossier sont très importantes parce qu'elles nous permettent à nous de vérifier la qualité des candidats. On a très peu de candidats qui abandonnent en première année, encore moins en 2e ou en 3e année. Donc, ce sont des candidats qui, quand ils viennent chez nous, savent très bien ce à quoi, en quelque sorte, va leur réserver le temps à passer chez nous. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Je leur conseille néanmoins de venir dans les écoles, que ce soit à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Montpellier, à Toulouse, là partout où nous sommes, parce qu'il est important de ressentir un peu l'ambiance, de venir voir l'école. On a des cabinets de diététique et de nutrition dans chaque école, c'est-à-dire qu'on fait des consultations auprès de patients. On met beaucoup en avant la logique de projet, on met beaucoup en avant la logique professionnelle. Il faut sortir de l'école, aller voir le vrai monde pour voir comment ça se passe. Donc là-dessus, on insiste beaucoup. À Paris, on a quand même un nouvel établissement dans le 6e arrondissement qui est entièrement dédié à l'univers de la diététique et de la nutrition et qui ouvre au 1er septembre 2014. On est en travaux actuellement. Donc ce sont des endroits qui respirent la diététique et la nutrition. Donc il faut vraiment venir nous voir, rencontrer nos enseignants, nos professionnels pour voir si on accroche et si ça plaît. Voilà, ça c'est très important. Sur le site, je voyais sur le site de l'école des photos de cuisine, j'ai l'impression. Les étudiantes étaient avec des charlottes, faisaient la cuisine. Il y a des cours de cuisine, enfin de mélange d'aliments, je ne sais pas. De mélange d'aliments, c'est tout à fait juste. En général, on essaye de les mélanger. Alors, ce sont des cours de technologie culinaire. L'idée, effectivement, est de pouvoir apprendre à fabriquer un repas pour n'importe quel type d'individu, un sportif, un diabétique, quelqu'un qui est bien portant mais qui est âgé, quelqu'un qui a des difficultés pour se nourrir pour X et Y raison, quelqu'un qui a eu une opération chirurgicale très importante, on doit étudier le meilleur moment pour réintroduire l'alimentation solide par exemple. Donc il faut être capable de pratiquer de la technique culinaire, il faut savoir donner des conseils. Quand vous avez quelqu'un qui arrive en cabinet et qui a toujours cuisiné de la même manière, qui fait un steak frites tous les midis à sa famille et le soir, c'est tous les soirs des pâtes. Il faut explorer le champ du possible avec peu d'aliments, avec des budgets qui sont réduits, il y a des exercices. Voilà, on a 10 €, on est capable de faire un repas pour 5 personnes. Avec 20 €, on va faire un repas pour 4 diabétiques et avec 2 personnes âgées et 2 personnes qui font du sport. On essaye comme ça de tenir compte de la réalité du quotidien. Il y a une réalité financière et puis il y a le fait qu'il y a beaucoup de personnes n'utilisent pas tous les aliments aussi. Donc il faut avoir une pratique qui est totale. Et puis aujourd'hui, on est quand même une époque où il y a un mélange de populations très différentes. Donc il y a des ethnies différentes, il y a des religions différentes, il y a des pratiques alimentaires qui sont totalement différentes. Donc il faut les connaître, il faut les pratiquer, il faut les respecter. Quand vous avez quelqu'un qui vient dans votre cabinet, c'est pas à vous de lui dire dont tu dois faire ceci. Non, il faut comprendre la personne, l'écouter beaucoup et faire de telle sorte que le conseil qu'on lui donne, elle le respecte. Donc s'adapter à cette personne. On parlait de l'intégration de l'école. Sophie nous demande là, est-ce que vous prenez des gens qui ont déjà un BTS? Alors, BTS diététique, oui, j'imagine, mais d'autres types de BTS ou même une licence peut-être universitaire? Si oui, quel type
je sais que votre école intègre à tous les niveaux, mais du coup, plus on monte, quel type de profil vous recherchez dans ce cas-là? Alors, plusieurs questions en une. Déjà, quelqu'un qui a fait un BTS diététique, effectivement, peut faire la 3e année chez nous. Là, c'est tout à fait envisageable. On en a d'ailleurs à Paris, il y a 2 classes. Il y a une classe de 3e année dite classique qui vient de l'EDNH et une classe qui vient du BTS, par exemple. On peut tout à fait avoir des étudiants qui viennent d'autres filières. En fonction de ce qu'ils ont fait, ils peuvent intégrer en 2e année. En 3e année, c'est relativement rare, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils aient fait beaucoup de diététique et nutrition. Or, en France, mis à part du BTS En effet, ou l'IUT, il n'y pas- a pas grand-chose. En revanche, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui a de très grosses connaissances en physio, en biochimie, en technique culinaire, par exemple, et qui pourrait peut-être rentrer en 2e année en fonction de son dossier. Donc là, il faut l'étudier. Donc il faut remplir le dossier, on l'étudie, il faut rencontrer des responsables pédagogiques ou directeurs, et à partir de là, on voit comment ça fonctionne. Mais ça, il faut l'étudier. Mais oui, après, nous sommes très, très ouverts. Autre question qui est un petit peu derrière celle-là, c'est est-ce qu'on accueille des gens qui sont plus âgés, qui ont fait autre chose? Également, nous avons des gens qui sont... Une limite d'âge? Non, pas du tout. Voilà. On a des gens qui sont en reconversion professionnelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans une classe, vous avez des gens qui ont une trentaine d'années, qui reprennent des études. Le plus vieil élève qu'on ait diplômé avait 55 ans. Donc, vous voyez, on a quand même une palette entre l'élève qui a 18 ans et celui qui a 55, il y a quand même une différence. Les gens qui ont vécu autre chose avant ne sont pas mal jugés, au contraire. Ils apportent une richesse très importante et ils apportent un dynamisme, une manière de penser qui est vraiment différente. La diététique et la nutrition, je pense comme beaucoup de champs d'études, mais nécessitent une grande ouverture d'esprit. Il faut avoir la capacité de se mettre à la place des gens, d'étudier tout un tas de matières totalement différentes, de faire le lien entre ces matières. Ce n'est pas parce qu'on étudie le corps humain qu'on n'étudie pas la psychologie, parce que lorsque vous avez un patient, l'aspect psychologique est très important, le facteur psycho est très important. Il faut connaître donc la personne et ses habitudes, donc il faut faire preuve d'une analyse au niveau sociologique, socio-professionnel aussi. Une personne qui n'a jamais le temps de manger entre midi et 2, qui mange des sandwichs tous les jours. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter, faire preuve vraiment d'analyse, de finesse. Donc il faut avoir de la culture générale. On pousse les étudiants à s'informer au maximum et à comprendre le monde. Et alors, du coup, pourquoi vous avez voulu créer cette école? C'est-à-dire, vous avez observé des débouchés, vous connaissez ce domaine, enfin voilà, pourquoi avoir créé cette école et ce type de diplôme assez particulier au final, puisqu'on connaissait que le BTS diététique? Alors, nous avons créé cette école il y a 4 ans parce que nous avons fait un constat. Nous ne sommes pas les seuls, hein. Beaucoup de spécialistes de la diététique et de la nutrition ont fait le même constat. On s'est rendu compte que 2 années ne suffisaient pas. Pour une raison que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, la maturité des jeunes professionnels qui sortaient, la quantité des connaissances aussi à acquérir, qui en 2 ans paraît presque impossible. Lorsque pour la même quantité de connaissances, au Canada il faut 5 ans, dans la quasi-totalité des pays du monde il faut entre 4 et 5 ans, il n'y a qu'en France où il ne faut que 2 ans. Donc c'est beaucoup trop court. Donc nous avons souhaité proposer une formation qui permette à l'étudiant de mieux se former, d'avoir une formation qui soit bien plus vaste, bien plus approfondie. Par exemple, en BTS diététique, il n'y a pas d'anatomie au sens propre de la matière. Nous, on fait un cours d'anatomie. La psychologie est à peine abordée. Nous, on la développe énormément. On développe les projets aussi. On oblige les étudiants à faire des projets, par exemple dans des classes de primaire avec de jeunes enfants, le bateau alimentaire, avec des diabétiques. Les 3e années, par exemple, proposent un projet qui s'appelle Nutri Expo. C'est un salon de la nutrition et de la diététique qui aura lieu en mars. Pour ceux qui veulent des renseignements, allez voir sur le site de l'EDNH. Donc on offre la possibilité à nos étudiants de mieux se former, d'aller plus dans les détails. Quant au marché professionnel, qui est la question qui était liée à la durée des études. Oui, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup évidemment les futurs étudiants. Tout à l'heure, j'ai dit que le BTS avait été créé en 1947. En 1947, effectivement, il y avait peu de débouchés. Si ce n'est l'hôpital, il n'y avait quasiment que ça. Dans les années 50, 60, 70, 80 également, dans les années 90 également. Et puis dans les années 2000, ça a commencé à changer. Puis il y a eu le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, qui a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de professionnels, de créer des emplois, de sensibiliser la population et de faire un effort en faveur de la nutrition. On s'est rendu compte qu'il valait mieux prévenir que guérir. Donc être plus dans le préventif que dans le curatif, ça coûtait moins cher, avec une meilleure nutrition, moins de maladies cardiovasculaires, un meilleur traitement des cancers et globalement une population qui se sent beaucoup mieux dans sa peau et qui a une hygiène de vie nettement plus équilibrée. Donc du coup, il y a des efforts qui ont été faits et aujourd'hui, il y a énormément d'emplois. La balance est excédentaire en termes d'emplois, c'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois que de gens pour postuler.
Après, c'est pas forcément à l'endroit où on habite, c'est pas forcément le job qu'on veut faire absolument, mais il y a énormément d'emplois. Il y a 6 grandes familles de métiers. L'agroalimentaire, qui est le premier pourvoyeur d'emploi en Europe. Auquel on ne pense pas, voilà, Absolument. c'est pas le premier auquel on pense. C'est pas le premier réflexe. Souvent, le premier réflexe, c'est de penser à tout ce qui est hospitalier. Évidemment. Donc voilà. Il se trouve que l'hôpital aujourd'hui a déjà beaucoup de spécialistes et de professionnels qui n'ont pas forcément l'âge de la retraite. Ils ont eu l'âge de la retraite il y a quelques années, mais le renouvellement s'est passé. Donc l'hôpital, c'est pas l'endroit dans lequel il y a le plus de débouchés, mais donc l'agroalimentaire, le sport, beaucoup. On a été les premiers à mettre des étudiants dans des salles de sport et à faire en sorte qu'ils trouvent un travail dans les salles de sport. On a le libéral, on a des étudiants qui ont également trouvé du travail en s'associant avec un gynécologue obstétricien, en s'associant avec d'autres professionnels de santé. Donc là, on a un gros succès également. On a les étudiants qui se sont placés résolument dans le champ de la prévention. Là, il y a beaucoup de travail, à Paris notamment. Alors, je parle de Paris parce qu'il y a eu énormément d'efforts faits à Paris, mais également dans toutes les grandes villes de France, on a des efforts qui sont faits, la Ligue contre le cancer, la Ligue contre l'obésité, etc. Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui. Et puis, il y a la restauration collective qui emploie de très nombreux diététiciens nutritionnistes. La restauration collective, c'est donc l'endroit, ce sont les cantines, que ce soit évidemment pour les écoles, mais également la cantine des impôts, par exemple, ou n'importe quel type d'endroit où on mange à plusieurs. Voilà. Donc là, systématiquement, c'est un diététicien nutritionniste qui va vérifier les repas, contrôler l'équilibre, etc. Donc les emplois aujourd'hui sont très vastes. Alors il y a aussi balnéo, thalassothérapie, il y a donc tout un tas de dérivations sur le thème de l'hygiène et de la santé qui sont disponibles pour les diététiciens nutritionnistes. Donc beaucoup d'emplois aujourd'hui. On a des étudiants qui fabriquent leur métier. On a des étudiants qui, dans un hôpital, ont carrément créé un service de diététique et nutrition. Ce sont nos troisième années, parce que la troisième année est très particulière. Il y a 6 mois d'études et 6 mois de stage. Et les 6 mois de stage, en fait, on considère que c'est un peu comme une période d'essai. C'est-à-dire quand ils viennent nous voir avec la convention, il faut que l'endroit dans lequel ils font le stage puisse déboucher sur un avenir professionnel certain. Et on a des étudiants qui ont créé comme ça un service, et le service demeure encore aujourd'hui. Donc, on a vraiment un fort succès. Je dois dire qu'après 3 ans, souvent les étudiants ont un déclic de maturité qui est très intéressant et qui est très important. Cela dit, on fait aussi le Master 1 et le Master 2, donc on a la 4e et la 5e année. On en revient un peu du coup à la question de Florian qui nous demande quelle différence entre le Bac plus 3 et Bac plus 5 que vous proposez. Est-ce qu'il y a plus de débouchés en Bac plus 3, en Bac plus 5? Est-ce que c'est les mêmes débouchés? Voilà, est-ce qu'il faut s'engager tout de suite pour des études longues? Là, vous parliez de déclic. Expliquez-nous un peu ces deux niveaux-là et les débouchés qu'il y a en face. Alors, chacun est différent, ça c'est une évidence. La personne qui reprend des études en ayant fait d'autres choses auparavant pourra peut-être se contenter d'un Bac plus 3. Un jeune qui sort du bac à 18 ou même 17 ans, peut-être qu'il est préférable qu'il fasse un Bac plus 5 pour la maturité, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a cet aspect fort de maturité qui est à mon avis très important. Surtout quand on est un professionnel de la santé, qu'on va recevoir des patients, oui. Je pense que c'est très important. Après, il y a une histoire de connaissances. Effectivement, quand on fait un Master 1 et un Master 2, on acquiert beaucoup plus de connaissances, on va beaucoup plus en profondeur. Donc on ne va pas forcément viser les mêmes métiers, et on va viser des métiers où il y aura probablement plus d'encadrement, où on va avoir une position qui va être une position de manager de plusieurs personnes. Et donc, effectivement, quand on fait un Bac plus 5, théoriquement, on a une destinée professionnelle qui est un petit peu différente que le Bac plus 3. Donc, c'est un peu une évidence. Quand on fait quelque chose, par exemple, quand on fait un effort physique pendant 3 mois, eh ben, on fait moins d'efforts et on a peut-être un moins bon résultat que quand on le fait pendant 5 mois. Donc, pour faire une analogie. Donc, forcément, quand on va un peu plus loin dans les études, on a plus de chances d'avoir un panel de choix qui s'élargit. Cela dit, lorsqu'on sait ce que l'on veut faire et qu'on n'a pas besoin d'avoir un Bac plus 5, on fait juste un Bac plus 3. Bon, cela dit, chez nous, le Bac plus 5, il y a différentes manières de l'envisager. Il y a une orientation très agroalimentaire, il y a une orientation qui est très puriste, où on continue à augmenter ses connaissances en diététique et nutrition. Et après, on fait un Master 1 donc, pour s'implanter en cabinet libéral avec un réseau de franchises dans toute la France. Donc ça, ce sont des choses qu'on est en train de développer. Donc les gens peuvent choisir un petit peu ce qu'ils veulent. D'accord, donc le niveau Bac plus 4, 5, c'est pour les gens qui savent déjà un petit peu plus ce qu'ils veulent. Et... Non, la filière générale, elle est plus classique. On ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais on veut aller plus loin dans les études. On se sent un petit peu jeune, on a envie de poursuivre. Et certains peuvent donc tout de suite se dire, bon, bah, moi, ça va plus être l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse. Absolument, voilà. Il faut savoir que l'école est reconnue, que les diplômes que nous avons sont reconnus, et notamment parce qu'ils offrent un certain nombre de crédits
hein, et qui permettent donc à n'importe quel étudiant de poursuivre à l'université ou de poursuivre à l'international. Une année chez nous se décompose de la manière suivante, 60 crédits pour une année, coupés en 2 parties, 2 semestres, 30 crédits et 30 crédits. Puis la deuxième année, 30 crédits, le troisième 30 crédits, 30 crédits. Ce qui fait 60 crédits la première année, 60 la deuxième, 60 la troisième. 180 crédits. C'est le bloc licence à l'université. On n'a pas le droit d'utiliser licence dans le cadre d'écoles qui sont privées, mais à l'université, c'est pareil, c'est 180 crédits. Et puis Master 1, Master 2, c'est 120 crédits. Donc au total, ça fait 300 crédits, 120 plus 180. Donc je suis allé un peu vite, mais ce qui est important de savoir, c'est que chez nous, il y a des crédits, on a un référentiel. Ce référentiel, on le donne aux étudiants, on leur explique comment ça va se passer, il y a des rattrapages, les choses sont très réglementées et réglementaires. Chaque rectorat des villes dans lesquelles nous sommes implantés ont accès à notre règlement et donc savent exactement comment nous fonctionnons. C'est ce qui permet d'avoir cette reconnaissance. Donc, les étudiants peuvent poursuivre à l'université. On a beaucoup d'étudiants qui finissent en M1 dans une université parce qu'ils ont fait le choix d'aller étudier quelque chose que nous ne proposons pas dans l'école, donc c'est tout à fait envisageable. D'autres partent à l'étranger, à condition d'avoir des équivalences, qui parfois est un petit peu délicat en fonction des pays dans lesquels on va. Donc là, il faut réfléchir au cas par cas. On a un service dans l'école qui permet de dire ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et d'orienter les étudiants. Dans tous les cas de figure, l'étudiant est libre de pouvoir continuer ses études un peu comme bon lui semble et de s'ouvrir l'esprit au maximum. On a des étudiants qui font une formation en 3 ans en diététique et nutrition, et puis qui après vont faire des choses un petit peu différentes pour s'ouvrir l'esprit. On a 2 grandes filières dans l'école, on l'a peut-être pas dit, c'est vrai. Il y a la nutrition, le bachelor en nutrition, en diététique et nutrition humaine, donc là, on va dire la filière classique, et puis on a la filière sport. Alors, ceux qui sont en sport, ils ont le tronc commun classique diététique et nutrition, plus des heures de sport, de nutrition du sportif, de psychologie sportive. Donc ils vont plus loin par rapport à l'étude du sportif. Et là, eux, ils ont aussi un avantage pour ceux qui aiment le sport, un inconvénient pour ceux qui n'aiment pas, mais ils doivent pratiquer 6 heures de sport minimum par semaine. Ah d'accord. C'est obligatoire et ils ont des crédits. Voilà, donc ce sont des gens qui sont vraiment passionnés par le sport et dans le sport il y a énormément de boulot. On a des jeunes qui travaillent dans des clubs sportifs, qui vont... On a justement, pardon je vous coupe, mais un internaute qui se fait appeler sportif qui nous dit, pensez-vous que les clubs de foot ou autres de ce style embauchent des spécialistes à temps plein ou est-ce que dans ce cas-là on est juste diététicien, nutritionniste ou en consultant? Alors, c'est une excellente question et je crois que la réponse est très simple. Et pour le coup, j'ai des étudiants qui sont passés par là. Lorsque l'étudiant arrive à se vendre, souvent il arrive à décrocher un temps plein et un CDI et même un bon salaire. Lorsque l'étudiant est un petit peu timide et que le club a un petit peu des réticences et n'arrive pas trop à savoir si l'étudiant, le futur professionnel, sera compétent, il aura plutôt tendance à lui donner peut-être quelques heures, un volume, donc un temps partiel, un CDD pour le tester, pour voir si vraiment c'est fonctionnel. Donc là, tout dépend de la personne qui va aller postuler. Parce qu'il n'y a pas de loi aujourd'hui, malheureusement, obligeant les clubs sportifs professionnels notamment à avoir obligatoirement un certain nombre de nutritionnistes par nombre de sportifs. Ça, c'est vraiment, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Donc, s'ils voient un avantage fort, c'est tout à fait envisageable. Quand on a vu les Jeux Olympiques de Londres, où on voyait les Français qui partaient, alors je n'ai rien contre les sportifs français, mais on les voyait s'alimenter n'importe comment et ne pas avoir de conseils en diététique et en nutrition alors qu'ils allaient courir, alors qu'ils allaient faire des épreuves très, très dures. Moi, personnellement, j'étais choqué. Je me disais, mais personne ne les accompagne. J'avais presque envie de leur proposer quelqu'un gratuitement en disant, mais il faut l'accompagner, c'est pas possible. On peut pas manger un hamburger la veille d'une compétition. C'est juste pas possible. Il y a tout un tas de détails qui montrent que, voilà, c'est pas vraiment le bon aliment, bien qu'on puisse se faire plaisir et manger n'importe quand des hamburgers. Mais il y a des moments où il faut vraiment faire un choix très précis. Donc, tout dépendra de la manière avec laquelle l'étudiant se vend. Je vous donne un exemple parce que c'est quand même important, si je puis me permettre. La première fois qu'on a placé un étudiant dans une salle de sport, donc, j'ai été voir le directeur de la salle de sport et je lui ai dit, bon, c'est très simple, je te propose un étudiant et cet étudiant est quelqu'un de très bien, qui pourra vraiment conseiller tes gars et tout, mais quelles sont tes conditions, toi, pour que tu l'acceptes? Alors il m'a dit, c'est simple, je le prends 6 mois en stage et si au bout de 6 mois, je vois que grâce à lui, alors on va parler un peu argent, hein, mon chiffre d'affaires de la salle augmente, le nombre d'adhérents augmente, je le garde. Donc l'étudiant fait 6 mois de stage, un stage long, hein, c'est un stage rémunéré à 436 € par mois actuellement. Donc il a fait son stage long et à la fin des 6 mois, la personne l'a gardé parce qu'effectivement, elle lui rapportait plus d'argent que ce qu'elle lui faisait dépenser.
Le calcul est simple, on prend le salaire net, on le multiplie par 2 avec les charges, pour faire en gros, on multiplie par 12 pour le nombre de mois. Donc si je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Quelqu'un qui gagnerait 1100 euros, ça fait 2200 euros. Multiplié par 12, on est aux alentours de 25 000 euros de charges pour la salle. Est-ce que la personne qui est là va rapporter plus ou moins que 25 000 euros? Entre les conseils, l'adhésion des gens et la vente de produits de compléments alimentaires, puisqu'on sait que les sportifs aujourd'hui sont très friands de cela, et d'ailleurs il vaut mieux le faire intelligemment avec un spécialiste de la nutrition que ingurgiter tout un tas de produits sans savoir vraiment les conséquences à court terme, mais également à moyen et long terme, souvent ce qu'on néglige. On veut avoir un résultat rapide, et puis quelque part, quelques années après, on paye ces résultats rapide un peu trop durement. Donc les étudiants en général arrivent à bien s'implanter et à prouver qu'ils sont utiles et qu'ils permettent à une salle, qui reste une entreprise, de bien prospérer et d'avoir un nombre d'adhérents qui augmente. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc je conseille à ce jeune de vraiment, si jamais il veut le faire, d'avoir de connaissances vraiment fortes, de bonnes connaissances pour pouvoir démontrer au club de sport qu'il est capable effectivement d'accompagner, par exemple dans le cas du foot, là, puisque j'ai bien compris que c'est du foot, donc des sportifs en football. Alors, la question d'Alain, quel salaire quand on débute en diététique? Alors tout dépend, j'imagine, du domaine. C'est vrai, mais alors pour le coup, on a interrogé nos anciens. Alors cette question va me permettre de répondre à une deuxième question. Est-ce qu'on trouve un travail après et quels sont les chiffres? Rapidement, parce que j'ai Rachel qui me dit, est-ce que vos diplômés, ok, trouvent un emploi, mais est-ce que c'est rapide? Est-ce qu'on n'attend pas 2-3 ans avant de trouver un poste? Tout à fait. Alors, les deux sont liés, donc je vais commencer par qu'est-ce qu'on trouve comme boulot et la vitesse, et puis le salaire qui va avec. Alors, on constate que les étudiants qui sortent d'un bac+2 mettent beaucoup plus de temps à trouver un travail que ceux qui sortent d'un bac+3. Lorsqu'on sort d'un bac+2, on aura 60% des étudiants qui auront trouvé un travail au bout de 18 mois, ce qui est assez long. Et 80%, parfois, on ne les atteint pas. Donc, le taux de placement, c'est 60% en 18 mois. En 6 mois, il est très bas, c'est 20%. Et c'est assez graduel, donc on ne va pas sortir des chiffres idiots, mais en gros, au bout de 6 mois, on va être sur 20%, et au bout de 18 mois, 1 an et demi, on est seulement à 60%. Donc on a un taux de placement qui n'est pas mauvais, mais qui est assez lent. Oui. Lorsque l'on a des étudiants qui ont un bac+3, le taux de placement est à 60% au premier jour de la fin de la formation. Parce qu'on a 60% de nos étudiants qui continuent dans l'endroit dans lequel ils ont fait leur stage. Le fameux stage de 6 mois dont vous nous parlez. Donc du coup, c'est un tremplin qui est très important. C'est pour ça que ce stage, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment très important. Donc à partir de là, on a à peu près 60% de placement. Et 6 mois après, on a 80% de placement, c'est-à-dire que 6 mois après, il y a à peu près tout le monde qui a trouvé un travail. Ceux qui n'ont pas trouvé ont repris leurs études, sont partis dans d'autres directions, ont fait des choses différentes. On a beaucoup de gens qui vont dans l'humanitaire. Après, chacun est libre, évidemment, heureusement, de faire ce qu'il veut. Concernant le salaire, on a fait des études très précises. Alors, sur les dernières générations, les 3 dernières années, on a un salaire qui s'échelonne entre exactement 19 000 et 31 000 euros. Évidemment pas par mois, par an. Dommage. Je vais changer de métier. Non, entre 19 et 31 000 euros par an de salaire. Donc, ce sont quand même des salaires assez confortables parce que lorsque l'on sort avec un salaire de 20 000 euros annuels et qu'on a 21, 22 ans, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors après, les gens qui ont un plus gros salaire sont souvent les gens qui ont eu un peu d'expérience avant ou qui arrivent à bien négocier leurs connaissances. Toujours pareil, c'est pas parce que ce sont des métiers de la santé, tous les métiers qui concernent la diététique et la nutrition, que ce sont forcément des métiers dans lesquels on a automatiquement un travail. Il faut se battre pour en avoir un, il faut passer des entretiens, il faut se valoriser. On apprend à nos étudiants à passer à l'oral, ils font des actions de promotion qui leur permettent de parler devant du public. Mercredi soir, on avait une journée porte ouverte. Des étudiants, il y avait 6 étudiants qui étaient là et qui présentaient la formation devant une 50aine de personnes. Et c'est pas évident, quand on a à peine 18 ans, de parler en public. Donc on apprend aux étudiants à parler à l'oral. Tous les rattrapages sont à l'oral également. Et on met les étudiants dans une situation professionnelle avérée. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce secteur est un secteur d'avenir, puisque comme vous disiez, on entend parler partout d'obésité, de problèmes d'obésité des enfants, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un débouché d'avenir ou que malheureusement ça va être des postes qui vont, avec la crise dans laquelle on est toujours et dont on ne sort pas, qui vont être pénalisés? Alors, on ne va pas faire évidemment d'écart et de commentaires sur la crise dont on ne sort pas. Je crois qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tout ce qui concerne l'alimentation
la santé en France, la crise a vraiment peu d'impact, a peu d'emprise sur ces domaines-là. Non, aujourd'hui, on est un petit peu à la préhistoire de l'alimentation et de la nutrition. Je pense que les métiers et les situations professionnelles valorisantes ne vont cesser d'augmenter. Des lois vont passer, comme l'obligation d'avoir un diététicien nutritionniste dans toutes les écoles primaires, dans les clubs sportifs professionnels. Dans tout un tas d'endroits, et je crois que vraiment, et oui, c'est pas de l'optimisme, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, le coût des maladies cardiovasculaires, des cancers et de toutes nos mauvaises habitudes, et je me mets dedans, on a tous des mauvaises habitudes alimentaires et de consommation excessive, hein, puisque les pays occidentaux consomment de manière excessive des calories, des protéines. Je pense que ce coût en termes de maladies est très important aujourd'hui, et la prévention permet de limiter cela de manière très très simple. Il y a des gens qui mangent par exemple, alors peu importe le mode alimentaire, mais j'ai un copain qui mange des frites à tous les midis, hein, donc je reparlais des frites tout à l'heure. Forcément, quand on lui montre la quantité d'huile qu'il absorbe, et qu'on met de l'huile dans un verre et qu'on dit voilà, ça c'est ce que tu as mangé, c'est ce que tu as bu comme huile avec tes frites, voilà, comme vous faites votre tête, vous dites mais non, c'est pas possible, j'ai pas bu un verre d'huile. Et pourtant oui, et tu le fais tous les midis. Donc forcément, un jour, ton corps va te dire stop. Voilà, ça, je n'en veux plus. De la même manière, les consommations excessives, évidemment, d'alcool et tout un tas d'autres choses, entraînent vraiment des situations très problématiques au niveau du corps. Donc, bon, c'est évident, c'est assez évident pour tout le monde. Donc, le rôle du diététicien nutritionniste est énormément dans la prévention, énormément. Et d'ailleurs, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que nos élèves font des projets, ils apprennent justement à expliquer aux gens comment mieux se comporter. On a une question, vous parlez tout à l'heure de l'étranger, d'étudiants qui vont bien passer du temps à l'étranger pour étudier, mais est-ce qu'on peut travailler à l'étranger avec les diplômes qu'on peut obtenir dans votre établissement, que ce soit Bac+3 ou Bac+5? Est-ce que c'est un métier, ne serait-ce que reconnu à l'international? Alors là, on touche du doigt une difficulté quand même, puisque y a deux difficultés. Et qui ne sont pas forcément celles de la reconnaissance du diplôme ou des choses comme ça, c'est pas vraiment ça. La première difficulté, c'est la langue. C'est-à-dire qu'effectivement, un Français aura tendance à travailler plus facilement dans un pays francophone. Évidemment. Donc, tous les pays francophones, concernant la diététique et la nutrition, sont assez ouverts au niveau du travail, à condition d'avoir au moins un Bac+3. Vous voulez travailler en Suisse avec un Bac+2, impossible. Avec un Bac+3, c'est tout à fait faisable. Donc, il est clair que pour le coup, pour travailler à l'international, il faut avoir un Bac+3, c'est vraiment le grand minimum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, il y a des pays, le Canada par exemple, a une formation en diététique et nutrition qui est bien meilleure que la nôtre, bien plus expérimentée que la nôtre. Donc, du coup, ils ne se verraient pas utiliser des gens qui, à leurs yeux en tout cas, ont une formation qui est un peu moins étendue que la leur. Donc, très difficile de travailler au Canada, parce que je sais que c'est souvent une question qui est posée, est-ce que je peux travailler au Canada? En revanche, le Liban, la Suisse, la Belgique sont des pays en Afrique également dans lesquels on travaille très 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 facilement. Et je prendrai deux pays dans lesquels évidemment les salaires sont assez élevés dans la diététique et la nutrition, que sont le Liban et la Suisse, où là, oui, ils sont très très friands des formations françaises. Voilà, d'autant que nous formons très très bien, parce que même si les études sont courtes, nos étudiants sont très très bien formés. Il y a entre 30 et 40 heures par semaine de cours. Il y a un nombre de stages qui est très important. Donc dans notre formation, l'étudiant est très pris au sérieux. Il ne vient pas à l'école pour, comme on pourrait aller dans une université. Je ne critique pas les universités, j'ai fait une université moi-même, mais tranquillement, cool, et puis on vient quand on veut et on part quand on veut. Non, pas du tout. Là, les étudiants sont quand même assez contrôlés. Il y a des projets, beaucoup de travail de groupe également. Donc les étudiants sont sur place et restent là. En plus, on a des résidences étudiantes, donc du coup, nos étudiants sont sur le campus et travaillent avec nous au quotidien. Donc il y a une implication qui est totale. Donc ça, c'est très apprécié à l'international. Voilà. Alors bon, on avait d'autres questions, malheureusement. Voilà, il faut qu'on s'arrête là maintenant. Une petite dernière Allez, une dernière. Non, peut-on faire la formation en alternance, nous demande Salouane. Ça doit être assez rapide, ça? Non, on ne peut pas faire la formation en alternance. Trop de connaissances sont nécessaires. Peut-être un mot pour la fin? Allez-y, allez-y. J'aimerais dire que pour faire des études qui vont consister à vraiment accueillir des patients, les écouter, les encadrer, faire de telle sorte que ces patients soient réconfortés et puissent progresser dans leur, évidemment, en ce qui nous concerne, dans leur, on va dire, habitude alimentaire, il faut faire preuve de grande qualité humaine.
Il faut aimer les autres, il faut vouloir partager, il faut vouloir prendre du temps, il faut être patient. Et il faut avoir une grosse culture générale, une grosse culture scientifique. Donc il faut avoir beaucoup de grandes qualités. Donc ce que nous recherchons pour l'école, et d'ailleurs de manière générale pour les professionnels, ce sont des gens qui ont vraiment tout un tas de qualités qui sont essentielles au métier. Après, il y a des qualités qu'on va développer à l'école, par exemple savoir parler, s'exprimer, pouvoir être écouté par un patient, convaincre, tout ça, ça s'apprend et au fur et à mesure, l'étudiant, en mûrissant, va découvrir qu'il est capable de faire tout un tas de choses qu'il n'est pas capable de faire au début, en tout cas à 18 ans. Toujours est-il que voilà, de grandes qualités humaines sont demandées et je souhaite à tous ceux qui veulent travailler dans la diététique et la nutrition de venir nous voir et j'espère qu'on pourra les éclairer au mieux dans leur projet. Donc on finira là-dessus. Merci d'avoir suivi ce live sur Studirama TV. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet échange et toutes les réponses aux questions que vous nous avez posées sur la vidéo replay qui sera disponible sur le site. Bonne soirée.